Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à une légende des rallyes des 70s. Certains diront même qu'elle restera à jamais la meilleure dans sa catégorie. La Ford Escort Mark I dans sa version Mexico. Mexico, Mexico. François Alain, notre expert automobile, doit rendre service à un ami. Faire réparer au meilleur prix une Ford Escort Mexico endommagée sur circuit. Il s'est pris pour Harry Vatanen, mais n'est pas pilote qui veut. A priori, boîte de vitesse détériorée, bas de l'aile arrière enfoncé, ce qui ne devrait pas trop effrayer nos restaurateurs. Yes! C'est beau. Ah bah elle est magnifique. Nos pros de la mécanique vont se battre pour récupérer le chantier. Donc pour 4000, tu me fais le tout. Non, non, 5005. Combien? 5005. De toute façon, je vais te dire un truc, il n'est pas question qu'il vienne pas chez nous. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'un chantier Made in François Alain comporte toujours quelques surprises. Oh, 3 fois rien, des pétouilles. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'équilibrage de roue aussi. En plus du travail de dingue sur la boîte de vitesse et sur l'aile arrière, il se pourrait qu'il y ait aussi du taf sur le train avant. J'espère juste que je vais pas être à la gorge. On va croiser les doigts. Le chantier va être beaucoup plus compliqué que prévu. Notre bête de course doit reprendre le chemin des paddocks dans moins de 2 semaines. Et la boîte de vitesse? Elle n'est pas en place encore. J'ai pas encore toutes les pièces. Sa participation pourrait bien être remise en question. Faut que je trouve ce qui se passe dans ce train avant, parce que si ça pète, il perd une roue, quoi. Et vu que François est en mode rallye avec sa Ford Escort Mexico, il a décidé de se faire un petit kiff sur circuit en s'offrant des cours de pilotage. Pas avec le Michel Vaillant de la mode Beuvron, non, mais avec le champion du monde des rallyes, la légende Harry Vatanen. Rien que ça. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes des cours, quoi, tu vois. À ton âge? Bah oui, à mon âge. François Alain, pilote, c'est ce que croit notre expert. Mais pour le coup, il n'y a vraiment que lui qui y croit. Oh, je lève les pieds tout le temps. Surtout quand on voit le king de l'asphalte prendre le volant. Côté garage, est-ce que la réparation de la Ford Escort Mexico va être à la hauteur des talents de pilotage de François? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Non, je la tiens, je la tiens. Aujourd'hui, je m'attaque à une des meilleures voitures de rallye des années 70, la célèbre Ford Escort, en version Mexico. C'est en 1967 que Ford Allemagne et Ford Grande-Bretagne fusionnent pour créer Ford Europe. La Ford Escort Mark I, sortie en 1968, devient la toute première voiture de tourisme créée en collaboration. Objectif, remplacer la Ford Anglia qui commence à dater. Mais le département marketing le sait, pour booster les ventes, il faut faire de la Ford Escort Mark I une championne de course automobile. Pour réaliser ce tour de force, les ingénieurs et techniciens du Performance Center Borham ont dû travailler sans relâche pour faire de la Ford Escort première du nom une petite bombe. Le succès est au rendez-vous. Championne d'Europe des rallyes en 1968 et 1969 et première place au mythique Rallye Raid Londres-Mexico en 1970. Cette victoire sans appel offre à Ford l'occasion de sortir le chaînon manquant entre sa gamme familiale et sa gamme sportive pure et dure, la célébrissime Ford Mexico, produite à seulement 9382 exemplaires. La Ford Escort est incontestablement l'une des voitures de rallye les plus réussies de tous les temps dans sa catégorie. Grâce à ses succès sur circuit et sa popularité, le constructeur sera fier d'annoncer qu'en 1974, les ventes de la Ford Escort, tous modèles confondus, atteignent les 2 228 350 exemplaires. Un record jamais égalé par Ford en dehors des États-Unis. Et une Ford Escort Mexico, François a réussi à en trouver une. Et c'est une pure merveille. Mais aujourd'hui, pas d'achat, pas de vente pour François. Sa mission, aider un ami qui a loué une Ford Escort Mexico pour faire mumus sur circuit.
Il s'est pris pour Harry Vatanen, mais n'est pas pilote qui veut. Donc il a abîmé la boîte de vitesse, il a abîmé une aile, et il m'a missionné pour réparer la voiture le moins cher possible. Budget max du pote de François, 5 600 €. Une belle somme quand même qu'il ne faudra pas dépasser. Heureusement, les pièces sont faciles à trouver et bon marché tellement les revendeurs sont nombreux. C'est la main-d'œuvre qui va coûter cher. Alors vous savez peut-être que ce genre de voiture de compétition, on peut les louer pour aller s'amuser un petit peu avec ou s'entraîner. Tarif à la journée, 1 500 € pour notre Mexico. Toujours moins cher que d'en acheter une. Son prix, 40 000 €. Les collectionneurs l'adorent et c'est normal. En plus d'être emblématique, elle est trop mignonne. Ces mensurations sont devenues aussi importantes que le thé et le cricket dans le cœur des Anglais. 3,98 m de long, 1,57 m de large et 1,40 m de haut. Au total, 890 kg sur la balance. L'intérieur de la voiture a été vidé afin de gagner en poids et en sécurité. 2 sièges baquets avec harnais, offrant un très bon maintien au pilote et un arceau-cage pour le protéger si la voiture se retourne. Console de bord en mode course avec en cas de problème de court-circuit, un coupe-batterie, un coupe-contact et une commande de ventilateur. Belle tenue de route grâce à ses suspensions avec amortisseur télescopique à gaz réglable. Pas de risque de survirage avec ses freins à disque à l'avant Girling et ses freins à tambour à l'arrière. Boîte de vitesse mécanique à 4 rapports. Sous le capot, un moteur Kent de 86 chevaux quasi increvable. Vitesse maximum 161 km/h. 0 à 100 en 11 secondes. Alors il est temps pour moi de faire venir mon pool de restaurateurs pour obtenir évidemment le meilleur prix possible pour remettre en état cette Ford Escort. Mais ce qui va être amusant, c'est que parmi eux, il y en a un qui connaît particulièrement bien cet exemplaire, mais ça, chut, c'est une autre histoire. Ça y est, les restaurateurs sont arrivés pour les enchères. Celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Olivier, 40 ans d'expérience, formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Eric et son frère Lionel, c'est 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de compétition. Nicolas et Gilles, grâce à leurs connaissances encyclopédiques, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une Allemande. Bon les amis, bienvenue. Aujourd'hui dans le container, vous ne serez pas surpris, il y a une voiture. Voilà. Ah bon? Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être autre chose, exactement. Attends, il est toujours en train de nous sortir des trucs à 2 balles. C'est la meilleure nouvelle de la journée déjà. On n'est pas venu pour un char d'assaut ou une baignoire. Ça aurait été bête quand même que le container soit vide. Donc jusque-là, pour l'instant, on est dans les clous. François, déjà, a un projet, c'est bien. Maintenant que nos restaurateurs sont rassurés, il est temps pour François d'annoncer la couleur et d'en dire un peu plus sur la voiture logée dans le container. Il y a une voiture de compétition. Ah! Aujourd'hui, quand on veut aller s'amuser, entre guillemets, sur circuit, on peut louer une voiture. Et en l'occurrence, dans les gens qui vont tourner sur circuit pour s'amuser, il y a des bons, des très bons, Des moins bons et des beaucoup moins bons. Donc en l'occurrence, il y a quelqu'un qui a loué cette voiture qui est dans le container, à qui il est arrivé un petit pépin. Et donc, il n'a pas fait que du bien à la boîte de vitesse. En plus, pour finir en beauté, il a légèrement abîmé une aile arrière. T'es en train de nous raconter ton week-end dernier, là? Pas du tout. Non, Céline attaque fort avec ce petit tacle. Faut dire que François n'en est pas à son coup d'essai pour entourlouper nos experts avec ses histoires à dormir debout. Vous êtes très méchant. non, on n'est pas Vous êtes méchant. très méchant parce On que est je suis au objectif. contraire en train de vous expliquer que grâce à des pilotes en herbe, vous gagnez des sous. C'est sûr que s'ils cassent les voitures, ça nous donne du boulot. Il y a 2 choses qui nous donnent du travail, c'est les mauvais pilotes et les gens qui ont de l'argent. Donc l'idéal, c'est d'avoir un mauvais pilote avec beaucoup d'argent. Ça, c'est l'idéal. Ouais, mais Olivier a oublié le troisième profil, le mauvais pilote qui n'a pas une thune. C'est justement pour ça que ce monsieur qui a un peu abîmé cette voiture est venu me voir, parce qu'il s'est dit qu'en venant par mon intermédiaire, ça allait peut-être lui coûter un peu moins cher On va en gagner moins. qu'en allant On vous va en voir gagner directement. C'est peut-être ça l'astuce. Et donc cette voiture qui est dans le container, c'est une des voitures très connues des 60s, qui a été effectivement une voiture couramment transformée en voiture de compétition. Pour vous mettre sur la voie,
c'est une marque américaine, mais le modèle, en l'occurrence, a été construit en Angleterre et elle a été construite à beaucoup d'exemplaires. Ah. Ah bah attends, fabriqué en Angleterre, il y en a 3. Qui peut courir, c'est une Cortina, une Anglia ou une Escort. Eric est chaud comme la braise, un véritable historien de l'automobile en ébullition. Eh bien, les amis, c'est une des 3. Là, pour le coup, François n'est pas le seul à maîtriser le sujet. T'as dit années 60? Elle est née à la fin des années 60. Enfin. À la fin des Oui, années mais elle est 60. quand même née dans les années 60. Alors, il n'y en a qu'une seule. C'est une Ford Escort. Il n'y a pas d'équivoque. Il nous dit c'est une marque américaine qui construit en Angleterre. Il n'y en a qu'une seule. C'est une fausse devinette, en fait. Et bim, dans les gencives. Elle s'appelle la Mexico à cause de la course Londres-Mexico. Londres-Mexico. 26 000 km, 23 à l'arrivée. Exactement, dont 5 Ford Escort, dont la première. On vous laisse, les mecs. C'est bon. Attends, là. tu m'excuses. Non, mais faites Eh, l'histoire. Mais on est des passionnés, Mais nous. on est là pour On est réparer des des voitures, on n'est pas là passionnés. pour raconter une histoire non C'est plus. mis. Eric est une véritable encyclopédie sur la Ford Escort Mexico. Sera-t-il aussi au top question culture musicale? vu qu'Eric a une voix particulièrement chaude aujourd'hui, je voudrais qu'Eric nous montre ses talents d'artiste lyrique. Non. Parce que qui dit Mexico dit Mexico, Mexico. Oui, non, mais forcément, Mexico, moi, tout de suite, ça m'inspire. Hein. On s'exprime, quoi. Mexico, Mexique. Puis ça me durait longtemps. Ça me durait quelques heures. Ben oui, j'aime bien, moi, c'est ça. Je crois que c'est bon, David. On n'est pas dans The Voice. Hein. Personne ne se retournera. Allez, maintenant, il serait peut-être temps d'ouvrir les portes du container. Yes. C'est beau. Ah bah, elle est magnifique. Vu la caboche d'Eric, quelque chose le chiffonne. Il y a un truc qui passe pas. À l'ouverture des portes, on voit un petit rictus sur le visage d'Eric et là on se dit il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Il y a anguille sous roche. C'est peut-être pas qu'une anguille d'ailleurs. Cette voiture, la dernière fois que je l'ai vue, parce que je l'ai déjà vue, Ah bon? Ah bon? Ah bon? elle roulait parfaitement. Cette voiture-là, c'est moi qui l'ai fait rouler depuis plus de 10 ans. Je ne découvre pas la voiture. Je m'aperçois que c'est ma voiture. Alors là, François fait très fort. Récupérer la voiture d'un client d'Eric et la proposer aux autres restaurateurs. Il y a comme qui dirait un petit malaise. Va falloir sortir les rames, François. C'est pas sa bagnole, c'est la bagnole qu'il a l'habitude d'entretenir. Mais moi, sincèrement, Eric, j'y suis pour rien. Eh, sans déconner, c'est inédit. Donc, pour résumer, François a un ami qui a loué la Ford Mexico. Mais le truc, c'est que le propriétaire de notre bolide entretient sa Ford Mexico au garage d'Eric. Et la stratégie de François est simple. Plutôt que de l'emmener chez Eric pour la réparer, il décide de challenger notre pool de restaurateurs, histoire de baisser la facture des réparations. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. C'est un peu comme aux élections. C'est une triangulaire entre le propriétaire de la voiture, celui qui a loué la voiture et celui qui généralement entretient Et la en fait, voiture. François cherche à me trianguler. Voilà. La stratégie de François semble choquer l'Assemblée. C'est du jamais vu. Et pour se sortir de ce bourbier, une seule issue, lancer rapidement les enchères. Qui propose quoi? Est-ce que la stratégie de François va payer? Est-ce que les restaurateurs vont accepter de récupérer le chantier? Bon, écoute, allez, on se lance. On propose 8 000 €. Combien? 8 000 €. Énorme. Nicolas et Gilles décident de se prendre au jeu, histoire de titiller un peu Eric. Ils ne sont pas les seuls à rentrer dans le game de la Mexico. David et Céline ont décidé, eux aussi, de s'amuser avec les nerfs d'Eric. 7, c'est bien. 7, c'est bien. Olivier, Attends, on est potes, je vais pas lui piquer son boulot, c'est son client. Non. C'est la pas première possible. fois qu'on a ce cas-là, quand même. ouais. Je remarquerai qu'il n'y a que lui qui a un peu d'éthique. Moi, je Oh, dis elle est ça, je dis facile, rien. celle-là. Donc, Olivier dit rien. Toi, t'as dit 8. Ouais. Vous dites 7. Je vais vous dire 6-5. Eric sort ses griffes et ne compte pas laisser ses camarades de jeu lui voler la Ford Escort Mexico qu'il entretient depuis 10 ans. Pas question de s'en séparer. Je dis 6005 parce que je sais qu'il y en a encore un ou deux qui vont commencer essayer de me mordre un peu les mollets. Et qu'on va baisser de 1000 balles, je le sais. T'as mis dit 6 500, elle est 6 300. 6003. Ouais, 6 300. Bon, David et Céline. Bah, on n'a pas d'éthique alors, 6 000.
Ah, bien. Je ne connaissais pas comme ça. Céline, Là, tu l'as vexé, là. Céline, elle n'a pas d'éthique et en plus, elle est rancunière. Pour le même prix. Non, Bon, allez, Eric. On va arrêter de discuter, allez. Moi, j'ai déjà arrêté depuis longtemps. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai même pas commencé. On reconnaît les faillots. Hein. Vous devriez vous inspirer. La boîte, l'aile arrière, c'est une pétouille. Bah oui. Je te fais confiance. Donc pour 4000, tu me fais le tout. Non, non, 5005. Combien? 5005. Quoi? De toute façon, je vais te dire un truc, il n'est pas question qu'il vienne pas cher. Olivier, il est hors concours. 5003. Par contre, je m'en souviendrai. Ouais, c'est une bonne guerre, non? Non, mais il l'a bien joué, Olivier. J'aime bien, moi. C'est super, ça. Au dernier moment, il la place impeccable. Olivier a trahi l'amitié qu'il a pour Eric. Ah, c'est Il a osé proposer 5300 €. Donc Eric, tu peux pas te laisser faire. Je te dis 5299. C'est le pote de François qui va être content car grâce à Olivier, il gagne 200 € sur le prix du chantier. Le seul truc, c'est que la voiture doit repartir sur les chemins des paddocks pour une nouvelle compétition dans 2 semaines. Comme si Eric avait besoin de ça. Allez, les amis, je pense qu'on est d'accord, on peut pas le Absolument. faire. Hein? Alors là, tu vois, par contre, je ne sais pas si je te serre la main Mais moi, ou si je te mets une gifle. Moi, j'y suis pour rien. Notre expert va pouvoir rassurer son ami avec un budget maîtrisé pour le chantier. Premier jour de travaux au garage d'Eric et Lionel. Objectif aujourd'hui, commencer par tester le véhicule. Et c'est Eric qui s'y colle avec Erwin, le responsable mécanique de l'atelier. A priori, la boîte de vitesse serait défectueuse. Bon, François se plaint qu'elle déconne un peu la vie de la boîte. Apparemment, elle accroche. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième passe bien. Et alors, si je veux rentrer 4-3. Voilà. C'est là qu'elle est. 4-3 accroche, tu vois, regarde. Pas la montée, mais 4-3, voilà, t'as vu quand la redescend, regarde. Attends. D'accord, ouais, c'est franchement. Et si je force pas, Voilà. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair, le vacarme de la boîte de vitesse en dit long sur son état de santé. Il va falloir la démonter. Mais un autre problème chafouine Eric. j'ai l'impression qu'elle a un problème d'équilibrage de roue aussi. Ouais. Elle vibre un peu. Faudra vérifier les trains roulants. J'entends par moments sur les nids de poules, j'arrive à entendre un bruit à droite. Ouais, on a un clan à droite. Ouais. On va vérifier ça. Ça cogne vraiment, ça fait du bruit. On ne peut pas la faire rouler sans aller vérifier ce qui se passe dedans, quoi. Ça commence à faire beaucoup, quoi. D'autant que moi, j'ai la voiture, j'en ai besoin parce que je dois la livrer dans pas très longtemps. C'est clair que si la voiture se transforme en pochette surprise à 2 semaines d'une course, cette histoire devrait mettre pas mal de monde dans l'embarras. Surtout François. Sinon, elle va bien. Hein. Pas mal, hein. Allez, retour au bercail et devinez qui attend au garage, impatient de savoir si son diagnostic concorde avec celui d'Eric. Bah François, bien sûr. Tu vas bien, François? Ça va, Eric? Ça va. Bon, alors? T'avais raison. La troisième accroche un peu. Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour une fois, le diagnostic de François a l'air plutôt correct. Bon, je t'ai amené un petit cadeau, Eric. Ah, c'est très gentil. J'ai hésité avec des saucisses bretonnes, mais Ah, je me monsieur. suis dit qu'une bonne bande dessinée, ça faisait bien. Pour se faire pardonner du petit litige que François a eu avec Eric sur le container, notre expert a décidé de sortir le grand jeu. C'est un copain, Christophe Despinac, qui avait écrit il y a quelques années toute une BD, dont évidemment la Voilà. star, c'est cette voiture. Ancienne, la tu vois. Ford Escort. Voilà. J'aime bien prendre soin de mes amis. Eh ben merci pour le cadeau, mon petit gars. Même dans des BD, on apprend des trucs, tu vois. Mais surtout dans les BD. Surtout dans les BD. C'est comme ça que j'ai appris à lire. On va dire que ce qui est au conteneur reste au conteneur. Je suis ravi qu'il m'offre une BD. J'espère qu'il n'a pas pensé que ça suffirait pour payer la réparation. J'espère que non. Il est temps de monter notre Ford Escort Mexico sur le pont pour se rendre compte de l'état de l'aile arrière. Effectivement, là on a un petit problème. Ce qui se passe, c'est que la voiture elle a été levée au niveau du bas de caisse Avec et un non, pas flic. au niveau du renfort. On fait un grand classique là-dessus, parce qu'en plus, comme c'est des voitures qui n'ont rien, hein, et que celle-ci, on l'a en plus allégée au maximum, si tu appuies ici, Ça plie. ce qu'on va faire, on Ah va oui. tirer dans l'autre sens. Hein, ça va revenir. Comme c'est parti, c'est pas très grave, ça va vite se réparer, c'est du vite fait, d'accord? Bon, encore une bonne nouvelle. La mission maintenant pour nos warriors de la mécanique, déposer la boîte de vitesse. Une fois n'est pas coutume, François va devoir mettre les mains dans le cambouis. Pour déposer une boîte de vitesse, bah ça commence sous le capot.
et c'est le tour de boîte qu'il faut dévisser. Il y a 2 vis en haut, 2 sur le côté, c'est ce qui tient la boîte sur le moteur. Allez, c'est parti. Et la manœuvre est loin d'être évidente. Donc là, c'est tout de passer la main correctement. Il faut quasiment des doigts de fée pour passer derrière. Hein. Il n'y a pas de place de trop. Hein. Voilà, ça y est. Il faut maintenant monter la voiture sur le pont et dévisser 4 autres vis situées sur le bas moteur. Elles permettent de relier la boîte de vitesse au démarreur. Toi, ce que je te propose, c'est que tu commences à attaquer la dépose de l'arme de transmission. D'accord. L'arbre de transmission est aussi relié à la boîte de vitesse. Il permet le mouvement du moteur aux roues arrière en fonction de la vitesse enclenchée. C'est ce qui permet au véhicule d'avancer. Comme ça, je prends 2 clés, je vais 2 fois plus vite. Prochaine étape, vidanger la boîte de vitesse. Oui, de l'huile est aussi présente à l'intérieur pour éviter l'usure prématurée du mécanisme. Là, il faut bien viser. Allez, opération caramel beurre salé. Hop là! Là, c'est plutôt opération chocolat noir. Hein. Allez, ils y sont presque. Dépose du support et de l'arbre de transmission, du câble du compteur et de la vis qui tient le levier de vitesse. Voilà, c'est fait. La boîte de vitesse devrait maintenant descendre toute seule. Ça y est. Ah, bah non, c'est en fait une grosse galère. Bon, c'est sûr là, ils vont avoir besoin d'un sacré coup de main. Heureusement que notre Dwayne Johnson de la mécanique est dans les parages. C'est tout bon. Hop. T'as vu les gars, quand je suis là, ça va tout de suite mieux, hein? Hein? Tu es l'homme qui tombe à pic. Il faut maintenant transférer la boîte de vitesse vers le bloc chirurgical, histoire de voir ce qui cloche à l'intérieur du mécanisme. Mais avant que le docteur Eric Spielbrut examine les entrailles de la boîte de vitesse, il y a 2-3 trucs à savoir. Comment ça marche? La boîte à 4 vitesses est composée d'un levier de vitesse, d'un arbre secondaire, d'un arbre primaire et de 4 synchros. 4 pignons sont présents sur chaque arbre. Les 2 pignons opposés forment une vitesse. Première, deuxième, troisième et quatrième. Lorsqu'on change de vitesse, le levier actionne une fourchette qui déplace un baladeur. Il libère le pignon de vitesse engagé pour en sélectionner un autre qui tourne dans le vide. Le temps que ce pignon se mette à tourner avec son partenaire, et pour éviter une friction trop soudaine entre les pièces, le baladeur pousse la bague de synchro. Cette bague est striée à l'intérieur et se glisse sur la partie conique du pignon pour ralentir sa vitesse de rotation. Elle est également dentée sur ses extrémités conformément aux dents du pignon pour le synchroniser à la vitesse de rotation du pignon de l'arbre primaire. Alors voilà, François, t'as les fourchettes. Ouais. Hein, et en dessous, t'as les pignons avec les synchros. Pour faire son expertise, Eric va devoir enclencher la 3e vitesse pour comprendre d'où vient le problème du craquement de la boîte. Si je force pas... Ah, voilà. d'accord. Alors attends, bouge pas, je me mets ici. Première. Deuxième. Hop. Troisième. Voilà le pignon de troisième, c'est celui-ci. Donc je vais me mettre en 4 pour bien dégager le synchro de troisième. Ok. Je prends un peu de light. Voilà, regarde. Viens voir. Regarde bien ton synchro de deuxième ici. Tu vois comment Ouais. la dent elle est pointue? Absolument. Regarde là comment elle est émoussée, Elle est arrondie. bouffée, ouais. Voilà. Le synchro de troisième, il est bouffé. Le vacarme de la boîte viendrait donc de la détérioration de la bague de synchro due à un passage de vitesse en force effectué par le loueur de la Ford Mexico. On a quand même une bonne nouvelle parce que j'étais assez inquiet. Le synchro, la bague de synchro est morte, mais le pignon n'est pas attaqué. Et si le pignon est attaqué, c'est beaucoup plus, d'abord plus onéreux et c'est plus difficile à obtenir un pignon que de trouver des synchros qui sont des pièces d'usure qu'on remplace assez facilement. Et si vous vous demandez pourquoi la synchro de 3e est usée plus que les autres, Eric a une explication. Généralement, c'est le synchro de 2 qui prend le plus. Il s'avère que là, c'est une voiture de course, donc par définition, une voiture qui roule vite. Ouais. Et c'est un tout petit moteur. Ouais. Ça veut dire que pour rouler vite, tu es plutôt sur la vitesse supérieure. Ouais. Donc les mecs qui roulent avec, ils roulent plus souvent En 3 et... Ouais. 2-3, 3-4, 2-3, Ouais. 3-4. Ouais. Alors que une voiture puissante, t'es une vitesse en dessous. Ouais. Eric a tout compris. François, lui, après 2 heures de taf seulement, est exténué. Il faut qu'il aille se coucher.
c'est quelques jours plus tard que nous retrouvons un François frais comme un gardon pour suivre l'avancée du chantier avec Eric. Espérons que tout se goupille bien pour cette nouvelle journée de travail. Monsieur Eric, Ça va François? ça va et toi? Et la boîte de vitesse? Elle n'est pas en place encore. Bah, je vois bien. Mais j'ai pas encore toutes les pièces. Et du coup, l'aile, t'as pu avancer ou pas? Non, l'aile, je m'en suis pas occupé parce que j'ai d'autres sujets à fouetter. L'aile, il peut rouler avec une aile qui a un pet comme ça sera pas gênant. Aïe, les annonces d'Eric ne rassurent pas notre expert. Surtout que la voiture doit retrouver l'asphalte pour une nouvelle compétition dans une dizaine de jours. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il enchaîne avec une autre déconvenue. Par contre, j'en ai pas parlé au départ, mais quand on a essayé la voiture avec Irvine, on a entendu du bruit dans le train avant, il y a un claquement à l'avant-droit là. Et je veux absolument savoir ce que c'est. Et comme la voiture repart dans 15 jours pour courir, Ouais. autant il peut repartir avec une arrière qui a une bosse, autant avec un train Oui, avant ça, qui se c'est pas barre, grave. ça marchera pas. Il faut que je trouve ce qui se passe dans ce train avant parce que ça peut être dangereux, parce qu'il peut. Voilà, c'est un truc qui peut avoir pris un jeu qui est anormal et si ça pète, il perd une roue quoi. Il est tout à fait possible qu'il y ait une pièce qui soit usée, Ouais. qui arrive au bout de sa vie et qui commence à faire du bruit, auquel cas, rassure-toi, c'est pas pour toi. Eric est dans le vrai. Quand une personne loue une voiture de course, il n'a pas à sa charge le remplacement de la pièce usée par le temps. C'est au propriétaire de la voiture d'absorber le coût des réparations. Après, si c'est une pièce qui est pétée, bah, si vous avez cassé une pièce, vous la payez. On fera ce qu'il faut. Bon, j'espère juste que je vais pas être à la gorge. Ben, on va croiser les doigts. François croise tous les doigts, y compris ses doigts de pied, pour que la carte bancaire de son loueur ne passe pas du bleu au rouge. Je vais te laisser avec Irvine, c'est lui qui va faire ça, hein, qui est entre de bonnes mains. Mais avant de mettre les mains dans le cambouis, notre maestro va livrer à notre expert une petite astuce pour savoir d'où vient le claquement dans le train avant sans rien démonter. Première étape, quand on a un bruit comme ça dans le train avant, on fait bouger la roue, on prend la roue à la main, on regarde qu'il n'y a rien qui bouge, on prend la roue comme ça de droite à gauche, on fait bouger. Voilà, tu vois là on sent qu'on a, Ah, il y a un petit bruit là. qu'on a un jeu. Donc quand tu tournes comme ça de droite à gauche, tu détermines surtout le jeu dans les éléments de direction, Ouais. dans la biellette de direction et la rotule. D'accord. Après le contrôle suivant, tu prends ta roue De haut en bas. de haut en bas, et de haut en bas tu contrôles donc ton amortisseur, tu contrôles ton jeu au roulement et la rotule inférieure. Là apparemment il n'y a rien du tout. Le jeu il est vraiment localisé, tu vois, dans la direction. Irvine, c'est le mécano qui murmure à l'oreille des Mexico. Sans diag et sans appel. Le jeu viendrait de la direction de la roue droite. Et pour valider son expertise, il va vérifier l'état de santé de la roue gauche. Rotule intérieure et amortisseur nickel. Et bonne nouvelle, pas le moindre jeu à signaler. Pour moi, il y a un problème au niveau de la direction ici. Là. Il y a un problème au niveau de la biellette. On va virer le caoutchouc et là, on va voir vraiment le système de la biellette. Les biellettes de direction sont des pièces mécaniques qui appartiennent au système de direction d'une voiture. Elles permettent notamment de mettre les roues en mouvement et quand il y a du jeu dans les biellettes, comme sur notre Mexico, cela entraîne un défaut de parallélisme qui peut avoir de graves conséquences sur la tenue de route. Donc, faut pas blaguer et sécuriser tout ça. Mais avant, François a besoin de savoir s'il va devoir sortir de l'oseille. Et du coup, là, par contre, on est clair, c'est une pièce d'usure classique. C'est-à-dire que c'est pas au bout d'une course que ça s'est bousillé. Ah oui, non. C'est au bout de X mois ou X années. Exactement, là, Ouais. il n'y a rien de cassé, c'est D'accord. vraiment un jeu d'usure. Ouf, c'est pas pour moi. François retrouve des couleurs et va pouvoir seconder Irvine pour le démontage du train avant. Bon, donc là, effectivement, on va s'y mettre. Ok. Tu vas me filer un petit coup de main. Notre expert est chaud patate. Il enfile sa blouse en 2-2 et rejoint direct Irvine. Je prends ce côté-là, tu prends celui-là, on y va, c'est parti. L'idée pour Irvine, en profiter pour déposer les deux biellettes de direction et changer les pièces d'usure. C'est parti. Démontage des roues avant. Des rotules de direction. Une fois les rotules dévissées, il les dégage du porte-moyeu. Et voilà. Nickel. C'est sorti. Ensuite, ils vont enlever les soufflets puis desserrer et sortir les bielles de la crémaillère de direction. C'est tout bon. Bravo les mecs, un vrai travail d'équipe. Bon, je crois qu'on les a eu, ces biellettes. Bah ouais, Hein. pas sans mal, mais on les Ouais. a eu. Maintenant, on va C'est le pouvoir principal. les ausculter. Et pour passer les bielles au scanner, nos experts ont appelé Eric en renfort. Et en un coup d'œil, il va expliquer à François d'où vient ce fameux jeu sur le train avant. Tu vois, c'est simplissime en fait. Voilà, t'as la rotule côté roue, la biellette, t'as ton logement de rotule. Derrière, tu as un cuvelage, tu vois, il est en. C'est du téflon, je pense, Téflon. hein. Voilà. Qui vient appuyer la rotule sur le fond pour la plaquer. D'accord. Dans la crémaillère, t'as un ressort qui pousse du fond de la crémaillère, qui vient appliquer. Appliquer la bague en La bague en téflon téflon. plus la rondelle. Et ta rondelle, c'est toi qui détermine le jeu, D'accord. la résistance. Voilà. Puis donc, on va remettre une pastille plus épaisse, de manière à ce que lorsqu'on le revisse le tout
qu'il y ait plus de la force appliquée par le ressort, et par conséquent qu'on réduise le jeu qui est là, et donc on vient d'appuyer de façon beaucoup plus sérieuse au fond du logement. C'est un ouf de soulagement pour tout le monde, car cette petite pièce a causé pas mal d'inquiétudes, voire des petits cheveux blancs chez notre Georges Clooney de la mécanique. C'est un des intérêts de cette voiture, qui est une voiture qui est relativement rustique, qui n'est pas très complexe. C'est vrai que là, on a un enchaînement de problèmes, mais de problèmes qui sont tous relativement simples à résoudre. Bah donc on va mettre une rondelle plus grosse, on va régler le jeu sur la voiture. Et puis Nickel. terminé. C'est ça. Allez les gars. Oui, chef. Eh bien, on est parti. Allez, c'est la dernière ligne droite de la journée pour nos experts. Et c'est encore Irvine, le chef de file, qui mène la cadence en graissant généreusement la bielle. Ça fait tout ça bien graisser dedans. Puis, il rajoute une rondelle plus épaisse que celle d'origine et décide de remettre une nouvelle rondelle sur l'autre biellette de direction. Ensuite, il faut bien resserrer tout ça sur la crémaillère. Ah, c'est costaud, hein. Là, je suis bon. Fixer les rotules de direction sur les porte-moyeux et remettre en place les deux roues de notre Mexico. Et pour s'assurer qu'il n'y a plus de jeu sur le train avant, nos experts vont fermer leur bouche et ouvrir bien grand leurs oreilles. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu. Donc je pense que là, le problème est Ouais, réglé. top. Hein. Ouais, super. Donc on s'est quand même pas mal démerdé. Ouais, bravo. On a réglé ça aux petits oignons, tranquille. Bon, bah, c'est super. Bah ouais. Hein, j'ai plus qu'à adresser ma note pour les heures sup à Eric. C'est ça. Ouais, tu règles ça avec lui, hein. Ça c'est pas mon domaine. Salut François. Ça, c'est du François tout craché. Faut que notre expert se montre moins taquin pour la suite de sa restauration s'il ne veut pas s'attirer les foudres du père Eric. Retour au garage d'Eric quelques jours plus tard et changement de casting pour cette nouvelle journée de travail. Non, ce n'est pas François qui va en découdre avec notre Mexico, il est en mode RTT aujourd'hui. Bonjour François, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, nous y voilà, hein. Je suis avec Noémie. La girl touch du garage Arès qui répond présente à la réparation du jour et ça risque d'être costaud. Le bas de caisse est bien plié parce qu'en fait, tu vois, la voiture n'a pas été levée au bon endroit, c'est-à-dire qu'au lieu de la lever au niveau de l'ancrage, là, avec le trou qui est prévu pour ne pas l'abîmer, eh ben, elle a été levée au niveau du bas de caisse qui lui est déjà creux d'origine, mais comme c'est sur une voiture de course, tout est allégé au maximum. C'est-à-dire qu'on a affaire à du papier à chocolat. Donc évidemment, quand la voiture a été levée, on a défoncé le bas de caisse. Eh oui, le bas de caisse de notre Mexico bat de l'aile. Il est bien bousillé. Et tout ça à cause d'un simple coup de cric mal placé. D'ailleurs, il faudrait peut-être pas traîner, car il ne reste que quelques jours de travaux avant la prochaine course de notre bolide. Regarde bien François, première étape, on démonte l'intérieur. Et pour le démontage, notre queen de la carrosserie va devoir se frayer un chemin. Et pour ça, elle va enlever le siège conducteur et dégarnir la partie arrière. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place, donc on va essayer de mettre... Bouge pas, je vais voir si je te trouve un truc. En fait, un bout de bois assez, pas très épais, mais assez large pour aller sur la longueur. Essaye ça, je sais pas s'il est assez long, mais essaye avec ça. Grâce à un tasseau de bois, Noémie devrait pouvoir redresser le bas de caisse de l'intérieur sans jouer les contorsionnistes. Vas-y, tape un coup pour voir si ça lui dit quelque chose. Ouais, encore. Le bas de caisse tient tête à Noémie et ça commence à chauffer les oreilles d'Eric. Attends, c'est quoi? Vas-y, sors de la voiture, fais-moi le marteau, et dis-moi si ça cause. Et quand une tôle résiste à notre expert, il passe direct en mode Thor. Et ça va envoyer du bois. La tôle du bas de caisse est coriace. Eric voulait jouer les gros bras devant Noémie. Malheureusement, les coups de masse n'ont aucun effet. Ça bouge pas du tout quand on tape. Il y a un pli énorme derrière. Mais notre super-héros n'a pas encore dit son dernier mot. Bon François, Noémie tapait pas très fort, mais même on cogne en moi, tu vois, ça revient pas assez. Donc on va passer par l'extérieur, on va mettre le Doom Doom en place. Le Doom Doom, comme son nom l'indique, fait Doom Doom quand tu tires dessus. Voilà, non, c'est un marteau inertie qui permet de générer une force oppositionnelle au sens du choc, de manière à redresser ça, quoi, voilà. Sinon, ça ne sortira pas. On va essayer de faire comme ça, Noémie va monter un peu la voiture, et on passe au plan B. Eric décide de changer de braquet. C'est bon Noémie, c'est bon là. Il va fixer sur la lèvre de la tôle une pince XXL et c'est Noémie qui va sortir les biceps pour bastonner cette tôle et tenter de la ramener sur toute sa longueur avec le fameux Doom Doom.
2, 3. Ouais. Bon, regarde-moi ça, François. Tu remarqueras, ta ligne de caisse, elle est revenue correcte. Et donc, évidemment, ton bas de caisse, il est revenu, t'as plus ta bosse, il n'y a plus qu'à refaire la forme ici. Bon, allez, je te laisse avec elle. Notre Wonder Woman n'a pas terminé avec la tôle. Elle va finaliser l'opération, puis nettoyer et poncer toute la zone. Ça y est, la tôle a retrouvé une seconde jeunesse. Reste à Noémie à bien maroufler les zones qui ne doivent pas être peintes. Et c'est un Eric souriant qui rejoint sa jeune padawan. Alors, t'en es où? Ah, ça y est, hein. Pas mal. Il compte bien remettre les pendules à l'heure avec François. Une fois que le pli il est pris, pour le faire revenir sans tout déchirer, c'est un peu de boulot. C'est une faute de 3 minutes qui découle sur 8 heures de boulot. C'est avant qu'il faut réfléchir, après c'est trop tard. Bon, tu vois, mon petit François, là, on met une anti-corrosion là-dessus de manière à ce que ça ne rouille plus pendant quelques années. Par contre, je dis tout de suite, c'est un modèle un peu spécial qu'on met comme anti-corrosion. Ça ne protège ni des coups de cris, ni des platanes. Donc, il faudra faire attention. Ok. Allez, je te laisse, François. Ciao. Fin de journée pour Eric, mais pas pour sa Warrior de la carrosserie, car il lui reste encore l'anticorrosion à appliquer sur toute la surface réparée. Il faudra encore attendre 24 heures, le temps du séchage, avant de passer en cabine de peinture. C'est sur le circuit de l'Inas Montlhéry que François a décidé de prendre un cours de pilotage à bord d'une Ford Escort RS 2000 de 1973. Et pour l'accompagner, notre expert n'a pas fait appel à un pilote du dimanche, non, mais à l'un des pilotes les plus mythiques du sport automobile, Harry Vatanen. Bon Harry, un grand merci de m'avoir rejoint ici à Montlhéry. Harry Vatanen, notre ambassadeur BMW, commence les rallyes professionnels en 1970. 10 victoires en mondial, 4 au Paris-Dakar. Citer son palmarès en entier serait trop long. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mr Vatanen, le Finlandais volant, a marqué les mémoires et l'âge d'or du sport automobile. Tout d'abord sur la Ford Escort RS 1800, avec un premier titre de champion d'Angleterre en 1976 et un autre en 1980. Il est sacré champion du monde des rallyes en 1981. Et ouais, c'est pas pour rien que François l'a invité. La Ford Escort, c'est pour Harry Vatanen, son premier amour en rallye automobile. Cette Escort et cette génération de Ford de rallye, toi, c'était tes débuts. J'ai compris qu'est-ce que c'est les belles voitures. Finalement, quand c'était au volant de Ford Escort PDA, c'est comme un rêve. Ouais. À l'époque, c'était un fameux moteur qui a tourné jusqu'à 9500 tours. Et le bruit était extraordinaire, c'est comme la musique. Et la puissance, ça coupe un souffle. On comprend pourquoi. Le moteur BDA, c'est un moteur 2 litres pouvant atteindre les 270 chevaux et 270 km/h pied au plancher. Si ça poussait grave, c'est parce que Cosworth était constructeur de moteurs de Formule 1. Ça donnait cette possibilité de braquer, rester toujours en glissade grâce à la puissance. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la fin du spécial, il avait plus de mystique ici sur la fenêtre que ici. Et moi, c'était sourire sur le visage. Ce style à part lui vaudra d'ailleurs par la suite pas mal de sorties de route spectaculaires. Sinon, à part ça, pour Harry Vatanen, le constat est simple, meilleure voiture de rallye des 70s. C'était les meilleures voitures à l'époque. Ford Escort était vraiment maniable. La voiture m'allait comme un gant. Ouais. Et c'était comme extension de ma caractère. Même si Harry Vatanen ne se retrouve pas devant sa Ford Escort RS 1800, mais face à la RS 2000, née en 1973, l'émotion est palpable. François, merci de m'avoir invité, parce que ça fait vraiment des années que je n'ai pas conduit un Ford Escort. Ah mais non Harry, c'est moi qui conduis. Petit quiproquo made in François Alain, ou comment mettre mal à l'aise l'un des pilotes les plus capés du monde des rallyes automobiles. Parce que tu sais, je suis un peu en train de devenir pilote là en ce moment depuis quelques années. Moi j'aimerais bien que tu me donnes des cours, quoi, tu vois. À ton âge? Bah oui, à mon âge. On peut débuter à n'importe quel âge. Ok, on y va. On va essayer. On va essayer comment. Super sympa Harry. Alors qu'il était venu pour se faire un petit kiff sur la Ford Escort, il accepte de donner une petite leçon de pilotage accélérée à notre champion du monde de rallye sur PlayStation. Non mais Harry, ça va pas durer très longtemps. J'ai besoin de 2-3 conseils, pas plus. Le reste, je connais. J'en ai vu beaucoup de mecs comme toi qui se mettent à côté de moi.
Il se prend pour les bons pilotes, mais vu ta position, comment tu es assis, on commence mal. Trop décontracté, le François. Surtout qu'il va devoir apprivoiser la Ford Escort 2000 et son moteur 4 cylindres en ligne. 100 chevaux sous le capot pour une vitesse maximum de 176 km/h. Faut juste rester concentré et pas trop se la raconter. Départ au top pour François, mais Harry Vatanen va vite le faire redescendre sur terre. Et tes mains ne sont pas bien sur le volant comme ça. Tu vas jamais froisser tes bras. Ouais. Jamais. Mets tes mains comme ça. Attends. Comme ça, ok. D'accord? Ok. Ah, tu as progrès à faire. Tu as progrès à faire. Eh ouais, c'est vrai, il y a des progrès à faire, mais il est sûrement le seul à penser le contraire, François. Son rêve ultime, être le king du rallye, dans la catégorie senior. Ok, quatrième. Oh, tu as loupé la vitesse. Et je trouve que tu changes trop tôt la vitesse. Trop tôt. Il faut utiliser jusqu'à 6000 tours. Comme on dit dans le jargon automobile, François est à bas régime, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas la pleine puissance de la voiture. Il doit titiller la zone rouge du compte-tour à chaque passage de vitesse, pour que la Ford Escort puisse exprimer toute sa fougue. Et tu freines trop tôt. Ah, il faut freiner tout le temps, François. Attends, tu as peur? Tu as peur? Non. Oui, je crois que tu as peur. Mais moi, j'ai peur avec toi. Le freinage, c'est 90% d'une victoire en compétition. Pour avoir un bon freinage, il faut freiner le plus tard possible, le plus fort possible et le moins longtemps possible. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? François n'a pas l'air de bien assimiler les bases du pilotage données par son prof champion du monde de rallye, Harry Vatanen quand même. Ce cours de conduite improvisé va se transformer en véritable carnage. Il ne faut pas te lever le pied ici. La virage est loin et tu commences à freiner. C'est loin encore. Ça va à fond ici. Oh, tu lèves les pieds tout le temps. Oui. Alors Harry, bilan du stage de pilotage de Monsieur François Alain? Excuse-moi François, entre toi et moi, ma grand-mère va aussi bien que toi, à peu près, presque. Grand-mère finlandaise. Bon, a priori, François repassera pour devenir champion du monde des rallyes. Sa seule petite chance peut-être, briller sur les pistes de karting endiablées de la fête foraine du coin. En attendant, Harry, lui, aimerait la tester, la Ford Escort. Alors François, si ça ne te dérange pas, laisse-moi prendre le volant. J'aimerais bien te montrer quelques trucs. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que moi j'avais réservé 1 heure. Ah, par hasard. Écoute, il nous reste encore quelques... Ouais, si, mais il faudra qu'on se dépêche quand même. Hein. Ok, hein, mais moi je suis fais efficace. Rapide. Moi je fais rapide. Bon, ok, d'accord, ça marche. Efficace. François n'aurait peut-être pas dû utiliser ce mot, car maintenant, Harry Vatanen, la légende des circuits automobiles, va lui mettre la misère. Ok, François, accroche-toi bien maintenant. Je vais te montrer. Ça c'est sérieux. Toi tu as rigolé, maintenant on y va. On a failli sauter. Ah, sauter, extérieur, accélérer, comme ça. Tu vois, on va à peu près 2 fois plus vite que toi. Bon, François a l'air liquide, à la limite de l'évanouissement. La prochaine fois, il évitera de se la raconter. Le lendemain matin, nous retrouvons un François un poil chamboulé par le cours de conduite d'Harry Vatanen. Il a quand même décidé de rejoindre Eric, qui, lui, est déjà d'attaque sur la Mexico. Bon, monsieur Eric, comment ça va bien? Salut François, tu vas bien? Ouais. Ouais, parce que l'horloge tourne. Plus que 5 jours avant la prochaine course de notre Ford Escort de compète. Bon, j'ai vu les vidéos, hein.
Ouais, non, on a un peu bavé, mais c'est bien ressorti. Bon, c'est chouette. Le problème, c'est que la doublure du bas de caisse était pliée avec et il a fallu la ramener, c'était un petit peu fripé. Écoute, moi, il y a un truc qui m'amuserait quand même, c'est qu'une fois qu'elle est finie, c'est qu'on aille faire un tour avec. Parce que là, j'étais encore hier à Montlhéry. Ouais. Et si tu veux, j'ai quand même bien roulé. En plus, j'avais un petit pilote, là, je lui ai donné un petit cours de rattrapage. Là. Attends, tu as peur? Si, je crois que Non, tu non, as peur. Pas grave, mais va oser bien que toi. Ouais, il s'appelle Arrivatanen, tu connais? Ça me dit rien du tout. Non, ouais, c'est pas un mec très connu, ouais. Et puis il a besoin d'une remise à... Mais aïe, qu'est-ce que tu lis là? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vas-y. C'est mal écrit. Arrivatanen. Voilà. Ah, tu le connais? J'ai même appris à chanter les anniversaires en finlandais. Après cette mise au point, il est temps de se mettre au boulot car il y a encore pas mal de taf, notamment sur la boîte de vitesse. Et comment dire, c'est pas gagné. Tu sais ce qu'on va faire déjà pour commencer? On va lui refoutre une boîte de vitesse, ça sera plus pratique. Ah, parce qu'il n'y a pas la boîte encore. Eh non, oui, la boîte est dans la boîte. La boîte est dans la boîte, ok. Bon, bah, si c'est dans la boîte, on va aller en boîte. Mais ouais, la boîte n'est pas encore posée car, rappelez-vous, le pignon de la synchro de la 3e tire sérieusement la langue. Voilà, elle s'enclenche mal. Alors? Bah alors on attaque, hein. On va y aller méthodiquement, pièce par pièce. Après avoir détecté que la bague de synchro de 3e était HS, Irvine va démonter entièrement la boîte de vitesse et déterminer s'il faut changer d'autres pièces d'usure. Alors là, on commence par démonter les tiges donc, qui actionnent les fourchettes. D'accord. Donc une par une, hein, pour accéder donc à la pignonnerie. La pignonnerie, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du carter. Ces pignons de différents diamètres, engrainés entre eux, permettent d'obtenir les différents rapports de démultiplication. Et pour y accéder, notre king de la mécanique va séparer en deux la boîte de vitesse, puis enlever les fourchettes qui ont pour rôle d'enclencher chaque vitesse. Donc là, une fois qu'on en est là, on va sortir Les axes. Normalement, voilà, tu vois. Et après, tu peux tout sortir. Irvine dépose l'arbre secondaire qui regroupe les pignons, les sélecteurs et les synchros. Tout va bien, pas de pièces usées. Il faut maintenant déloger la bague de synchro qui, rappelez-vous, est défectueuse. Là, t'as le synchro, le fameux synchro de 3e. Tu vois, bon, ça se voit à l'œil quand même. Hein. On voit bien ici, là, tu vois, toutes les ébavures sur le côté. Et quand tu passes le doigt, ça se sent encore plus. Voilà, on voit que là, tu vois, il y a des sortes de petits bosselages, comme s'il y avait un moment, bah, c'est ça, c'est le moment où la vitesse craque, tu vois, crac, ça met des coups dans le synchro à chaque fois. Sur un synchro neuf, tu vois, on voit bien la forme ici, là, tu vois, ici c'est bien plat, les dents sont parfaites, sont bien carrées. Donc tant qu'à avoir tout démonté, je suppose qu'évidemment, tu remontes... On change les 4 synchros. C'est QFD, François. Quand Irvine démonte une boîte de vitesse, c'est pour changer tous les synchros. Ça évite de facturer et donc de saigner son client à chaque montage et démontage de boîte. En plus, le prix n'est pas excessif, 250 € pour l'ensemble des synchros. Ça va? Allez, faut accélérer la cadence les mecs, car il y a encore 3 autres synchros à changer et Eric ne va pas tarder à tirer le rideau du garage. Bon, ça se passe bien? Toujours. Ça y est. Sans souci. Bon, désormais, t'as compris comment fonctionne une boîte de vitesse. Comment ça, désormais? Je savais ça depuis la naissance. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe, une boîte de vitesse, si on t'explique pas. Si je la démonte et que je te la fous en pied détaché devant, tu ne sauras pas la remonter. Quand Irvine aura remonté la boîte, on ira bien sûr essayer la voiture à Montlhéry. Oui. Bon, puis comme j'ai donné des petits cours à Arrivatanen, je t'expliquerai aussi comment on conduit. Ah, c'est gentil, François. Prépare ton casque. Mais t'es gentil. Ton casque et ta j'attends ça. combine, je vais t'expliquer comment on conduit. J'ai hâte, François. Si François a décidé de retourner voir maman, Irvine, lui, s'occupe du remontage de la boîte de vitesse. Et pour ça, il commence par l'arbre primaire qui prend place dans la partie basse du carter. Changement des synchros sur l'arbre secondaire et remontage de tous les pignons de la boîte de vitesse. Une fois l'arbre secondaire remonté, Irvine l'insère dans la boîte. Mise en place ensuite des fourchettes qui servent à pousser les pignons pour la sélection des vitesses. Et pour finir, changement des joints et fermeture de la boîte de vitesse. Durée du réassemblage complet, 5 bonnes heures. Et ouais, ça prend du temps. « 13e jour au garage, l'atelier respire le calme. La peinture a été effectuée sur le bas de caisse et après quelques heures de séchage, notre Ford Escort Mexico retrouve sa belle robe bleue. Nos deux experts sont fin prêts à en finir avec les travaux de notre légende automobile. Et ça tombe bien, un renfort de poids arrive au garage. Bon, on va l'essayer, ça y est? Et comme la cavalerie, hein, il est toujours là au bon moment.
Le truc, c'est que François a hâte de l'essayer, cette Ford Escort. Sur circuit, il veut brûler de la gomme, titiller la zone rouge du contour. On va l'essayer, oui, mais pas tout de suite. Déjà, Irvine, il vient juste de finir. Ah bon? Le gros boulot, il a fini la boîte, donc maintenant, il faut la remettre en place. Eric compte bien faire perdre quelques calories à notre expert pour la remise en place de la boîte de vitesse. Et pour ça, il va l'envoyer illico mettre sa blouse de travail. Pendant ce temps, Eric et Irvine ramènent la boîte de vitesse et le moins que l'on puisse dire, c'est que les muscles saillants sont sortis. C'est un beau bébé quand même. 30 kilos. Et voilà. Bon, ça va, tu t'es pas fait un tour de rein, tout va bien? Tout va bien. Avec Eric, tout est sous contrôle. Il a tout en tête et va expliquer à François son plan de vol pour le remontage de la boîte. Je t'explique. En fait, le moteur, il tient 3 points. Enfin, dans le groupe motopropulseur, tu as 2 cylindres blocs qui tiennent le moteur et un 3e au bout de la boîte. Puisqu'on n'a plus que 2 points, ton moteur, il peut basculer sur ces 2 points de fixation. Donc, Irvine va mettre un vérin de fosse à l'avant, de manière à ce qu'on puisse basculer le moteur. Il est en biais, on peut beaucoup plus facilement rentrer la boîte dedans. Après cette explication limpide, nos experts vont enfin se mettre en action. Nous sommes les padawans et toi tu es l'empereur. Voilà, Tiens, bouge c'est pas. ça, c'est Bouge ça. pas, bouge pas. Ça te rappelle pas quelqu'un? Regarde. Regarde. Ça te rappelle pas quelqu'un? Jeune padawan. Le Dark Vador de la restauration siffle la fin de la récré et va mettre ses jeunes padawans à contribution. Allez, c'est parti. Et c'est Irvine qui ouvre la marche en plaçant le vérin de fosse à l'avant de notre Ford pour permettre l'inclinaison du moteur. Attendez les gars. Non, là on n'y est pas. Mais nos experts galèrent, la boîte est capricieuse et leur donne du fil à retordre. T'es pas dedans? Si, il est dedans, mais il est pas centré. Embrayage? Bah si, non, le pignon. Nos gaillards sont presque à bout de bras et le poids ne leur facilite pas la tâche. Une vraie galère. Non, je la tiens. Tout est question d'inclinaison, de doigté et de beaucoup de patience. Mais pas question de baisser les bras. C'est pas assez haut, Armin, je pense. Voilà, pencher un peu plus. Ils ne lâchent rien et réussissent tant bien que mal à bien encastrer la boîte dans le moteur. Voilà, ça y est. C'est bon. Bravo les mecs. Le montage de la boîte de vitesse n'est pas totalement terminé, car Irvine doit fixer le tour de boîte au moteur à l'aide de 6 vis. Il va ensuite utiliser une nouvelle fois le vérin pour remettre à l'horizontale la boîte de vitesse et le moteur. Reste plus qu'à installer les supports. Vas-y, je te le tiens, vas-y. Et le tour est joué. La boîte est fixée au moteur. On a remonté la boîte, elle est suspendue. Elle est fixée correctement. Et puis, juste pour te faire plaisir, on va te mettre l'arbre de transmission. Bah, ça peut être mieux pour aller rouler. Et ouais, pour que la Ford Escort envoie du steak sur circuit, il faut impérativement installer l'arbre de transmission. C'est ce qui permet de transmettre la force du moteur vers les roues arrière, leur permettant ainsi de tourner. On monte ça et on passe à autre chose, les gars. Voilà. C'est parti. Ok. Et pour le montage de l'arbre de transmission, c'est encore et toujours Irvine qui va se tuer à la tâche. Car nos 2 doyens de la mécanique l'ont lâchement abandonné pour se faire couler un petit café. Notre expert va donc monter cet organe mécanique en le fixant à la boîte de vitesse et au pont arrière. Ok, pour moi c'est bon. Ça y est, l'arbre de transmission est bien fixé et nos 2 contremaîtres de la mécanique reviennent reposer. Bon, ben voilà. Ah bah dis donc, elle pèse un peu On a plus une lourd là. bonne chose de faite, là. Parfait. Bon bah il n'y a plus qu'à aller rouler. Ouais, un peu de choses près, ouais. On va quand même encore te prendre quelques minutes avant, François. Tu m'excuses, mais... Il reste quoi à faire? Purger l'embrayage. Encore un petit peu de patience, François. Allez, c'est parti. On y va. Car avant de faire le moindre test sur circuit, il faut purger l'embrayage pour permettre à notre Mexico un passage de vitesse sans encombre. C'est-à-dire qu'il faut expulser l'air logé dans le circuit. Pour ce faire, Irvine verse du liquide hydraulique dans le réservoir d'expansion. Donc là on a mis du liquide, donc on va passer en dessous pour sortir l'air du circuit. Et pour évacuer l'air, Eric va être en charge de pomper sur la pédale d'embrayage tel un Shadok. Irvine, lui, raccorde un flacon à la vis de purge pour réceptionner le liquide usagé et le trop-plein d'air. On va ouvrir le purgeur. Vas-y, pompe, pour voir. Donc là on voit les bulles. Vas-y, on recommence, pompe plusieurs fois. Ah, on n'a pas dit que tu faisais mumuse, on a dit que tu pompais. Ouais, mais moi, j'aime bien faire mumuse.
Vas-y, on repompe une fois. Ouais, c'est bien là, c'est pas mal. La pédale est bonne, c'est nickel. Super. J'ai une bonne Bon, garde, on peut la tout va descendre. Mission réussie pour nos as de la mécanique. Notre embrayage ne toussera pas au moindre changement de vitesse. Ça sent la fin de journée et François compte bien la terminer comme il l'a commencé, avec humour, finesse et délicatesse. Bon, Eric, j'ai une très mauvaise nouvelle. Je t'écoute. C'est pour tes analyses d'urine. Elles sont pas bonnes. Bon, blague mise à part, on la démarre. François a raison. Il faut vérifier s'il n'y a pas de bruit suspect venant de la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse. Le test arrive à grands pas. Ça serait dommage de rester en carafe sur le bord de la piste. Ça me fait de la peine que t'en aies douté. Pas de bruit suspect. Notre expert est aux anges et cette belle mélodie laisse présager pour lui un test et une livraison sans accroc. Voilà, comme ça. Hop là. Bon, je vais chercher ma combine, Ouais, le casque. ouais. Toi, tu fais la même chose. Et puis je prends mon Saint-Christophe en plus. Voilà, et puis tu prends une bonne assurance. Hein. Je vois que la confiance règne. C'est le principe des essais avant une course. Si tu casses la voiture pendant un essai, il n'y a pas de course. Mais si tu ne l'as pas essayé, qu'il y a une petite bêtise qui se produit, eh ben, ça t'arrive pendant la course est foutue. Donc c'est toujours le dilemme entre les deux. Que va-t-on faire? Bah, si c'est François qui la pète, on dira que c'est pas de notre faute. Eh ben c'est parti mon petit François. Allez, on va s'habiller. Allez, c'est parti. La Ford Mexico est enfin prête. Toute l'équipe d'Eric a été au top niveau. Vivement qu'on retrouve notre bolide sur circuit pour un test de haute voltige. Ça y est, c'est le grand jour. Notre expert est au pied de la piste du circuit de la Ferté-Gaucher. Le plus grand circuit d'Île-de-France, situé en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. 3,6 km dédiés à l'entraînement et aux loisirs auto, moto, kart. C'est the place to be. Et tel Michel Vaillant avant une grande course, François attend de pied ferme la Team Eric pour l'ultime test de la Mexico, avant la livraison à son propriétaire, qui aura lieu dans quelques heures. Et surtout, avant la prochaine course de notre Ford Escort programmée demain. Espérons qu'il n'y ait aucun accroc. Voilà, il est déjà au milieu de la piste. Il va pas être en retard, François, c'est sûr. François avait bien prévenu Eric, il n'y a pas meilleur pilote que lui pour faire chauffer l'asphalte. Pour cet ultime test de la Mexico. Ça va les gars? Salut François. Ah ben, Non, tu t'es réveillé ce matin, hein? bah, comme d'habitude. Pour une fois, t'es pas. Voilà, il est à l'heure. C'est vous qui êtes un peu à la bourre les gars. Notre expert a décidé de taquiner la team d'Eric sur la ponctualité. C'est un comble, mais bon, faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est lui qui est au premier rang et qui donne le tempo. Et ça commence avec le déchargement de la Ford. Dites-moi où c'est que je mets le véhicule? Ah bah là, on le décharge ici. on le décharge Ouais, là. on le décharge là. Ouais. C'est pas vous qui avez pété la boîte de vitesse il y a 2 semaines? Moi? Ouais. Mais ça va pas, je pète pas les boîtes de vitesse, je les chouchoute moi les boîtes de vitesse. C'est peut-être pas lui, mais ça aurait pu. Messieurs, un peu de bon sens et de bienveillance avec notre pilote du jour. Il vaut mieux encourager François avant le test et lui donner quelques consignes avant qu'il ne se mette derrière le volant. Petit 1, tu ne pètes pas la boîte de vitesse. Petit Ce 2, serait drôle. petit 2, tu ne la plantes pas dans le rail. J'ai toujours été gentil avec toi. C'est vrai, Allez, c'est viens, vrai, je on y te- va. Allez maintenant, faut enchaîner les mecs car l'heure tourne et nos gaillards vont s'activer en sortant la Ford de son écrin pour la placer sur le paddock. Et pour ça, nos experts vont se mettre dans des conditions optimales, en mode camping. Voilà. C'est Ouais, confort, comme ça. hein. Pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal en fait. Pas hein. mal. Tiens, Ok. il y a François qui passe. Ouais. Tiens, il y a François qui passe plus. Dans le bac Bon, à gravier. on va se lever. L'ambiance est plutôt cool et détendue, mais cette pause touche à sa fin et c'est Eric qui va lancer les hostilités. Bon, on va s'occuper de ta voiture maintenant. Ah bah il serait temps les gars. Parce qu'en fait, bon, toi, tu es habitué quand tu vas sur un circuit, tu montes dans la voiture, elle est déjà prête. Sauf que contre toute attente, nous, on a un petit peu de travail avant. En l'occurrence, Wilfried va s'en occuper un petit peu là. Wilfried, c'est en quelque sorte le team manager dans une course automobile. C'est le référent mécanique. Et avant de lancer une voiture sur circuit, il va vérifier plusieurs points de contrôle. Il commence par les organes de sécurité avec un check-up des harnais. Vérification de la présence de l'extincteur et de l'absence de goupilles. Contrôle visuel dans le compartiment moteur pour s'assurer que tout soit bien en place niveau durite, collier et câble. Pression des pneus à froid. Et pour finir, démarrage de la voiture. Pour qu'elle soit bien chaude avant que François n'entre en scène.
Est-ce que t'es bien? Là, je suis bien installé, je suis bien T'es au fond de mon siège. T'es tenu, t'es collé au siège? Je suis collé au siège. Déverrouille-moi le harnais. Hop, un quart de tour et par définition, Exactement, t'es libéré. Voilà. Voilà. En cas de panique, faut que t'accèdes Ah à ouais, toi. ouais. Bon, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, hein. Tout est sous contrôle pour François. Mais Eric tient tout de même à rappeler l'importance de certaines options en cas de gros pépins, car sur circuit, ça pardonne pas et tout va très vite. Coupe batterie, coupe contact, extincteur. La présence d'un coupe-batterie et d'un coupe-contact dans une voiture de course est indispensable, car ce sont des éléments de sécurité très importants permettant de couper le courant dans le circuit électrique, histoire d'éviter tout départ d'incendie en cas d'accident. On va y aller. Tu me fais 3 tours. Tu me chauffes les pneus, tu me chauffes la voiture. Tu regardes que la boîte fonctionne bien, parce que on est quand même là pour ça, j'espère que ça va fonctionner. Ce serait bien, ouais. 3 tours, tu t'arrêtes. On fait le point, tu me dis ce qui va pas, on règle ça, puis après tu es parti pour aller 5-6 tours. Et c'est parti pour un tour de chauffe et de repérage, histoire de bien chauffer le moteur et permettre à notre as du volant de bien checker tous les organes mécaniques de la Mexico. À commencer par la boîte de vitesse fraîchement réparée. On passe en 3, nickel. Bon, la boîte, elle passe parfaitement. On teste les freins, évidemment, règle numéro 1, parce que les voitures qui ne freinent pas, c'est moins bien. Nickel. La direction, c'est bien. Les suspensions, c'est raide un petit peu à l'avant, mais le réglage n'est pas assez ferme à l'arrière. Le diag de notre expert est maintenant complet et sans appel. Il va falloir revoir le réglage des amortisseurs arrière et pour ça, direction le stand. Ah, c'était bon, putain. Bon, ça va François, c'est bien passé? Écoute, franchement, la boîte de vitesse, ouais, ça va. aux petits oignons. Tu rentres bien, 3-2, ça passe, tout passe bien? Ouais, tout va bien. Bon, nickel. Le freinage, ça va, pas de problème. Pour l'instant, tout va bien. Le seul truc, je trouve qu'elle se dandine un peu, quoi. Ouais. Ça manque pas un peu de fermeté. Ouais, c'est pas illogique, c'est une. De toute façon, on l'avait réglé pour. Elle fait du rallye, là. Ouais. Et là, sur la piste, elle va être un petit peu trop souple. On va te durcir les amortisseurs. D'accord. Ce qui va avoir pour effet de la plaquer un peu plus au sol. Elle sera moins confort, hein, évidemment. Sera moins confort. Mais ça va aller mieux, tu vois. Tu vas sentir une différence. Ça va tout changer. Pour répondre aux sensations de conduite de François, nos experts vont apporter une modification technique. Pour ça, ils doivent lever le pont arrière avec un cric. Cette technique permet de soulever les deux roues arrière sans abîmer le bas de caisse et de pouvoir régler les amortisseurs arrière en les rendant moins souples. Vérification de la pression des pneus pour gagner en adhérence et pour avoir une surface d'appui correcte au sol. Et pour finir, resserrage des roues. Voilà, tout est prêt pour un nouveau tour de piste. Bien, putain, elle est mieux collée, mieux assise. Là, on peut commencer à faire chanter un peu. Ben non, dommage pour François. Pousser le véhicule dans ses retranchements, ça sera pour le propriétaire qui vient de se pointer dans les paddocks, prêt à en découdre avec l'asphalte. Mais c'est qui là-bas dans ma bagnole? Regarde le style de conduite, tu ne reconnais pas tout de suite? Non. C'est le cousin d'Arrivatanen. Le cousin d'Arrivatanen, je vois pas qui c'est ça. Non, je plaisante. C'est le père François. C'est le pote du mec qui a pété ma boîte de vitesse. On peut le qualifier comme ça. Ça va, ça a été? Nickel. Jérôme, François, Jérôme, l'heureux propriétaire de la Ford Mexico. Eh ben, c'est une belle bête. Très bien, et moi j'ai une compétition dans 3 jours. Ça serait bien que je l'essaye quand même. Ah bah si vous voulez, mais enfin moi j'en sors, hein, donc je peux vous garantir que tout va bien. Hein. François s'enflamme et se sent pousser des ailes après son test, mais le propriétaire préfère quand même reprendre le volant de sa Ford Escort Mexico pour se refaire la main avant sa course. Notre expert peut être fier de toute l'équipe d'Eric, car ils ont réussi à relever un sacré défi. Allez, bravo en tout cas les gars. Merci François. Bravo, hein, vous avez été très bons. Merci. Remettre en état de course la Ford Mexico en moins de 15 jours. Et tout ça pour un budget de 5 299 € seulement. Aujourd'hui, zéro bénéfice pour François qui a rendu service à un ami. Et ouais, il n'y a pas que l'argent qui compte.